Sur le coude gauche de cette femme, il y a une cicatrice. Minuscule, presque invisible derrière l'épaisse vitre blindée. Ce n'est pas un accident de peinture, c'est une blessure. Et juste au-dessus de sa tête, sous le ciel peint, l'imagerie multispectrale a révélé un tracé que Pascal Cotte interprète comme un ornement de cheveux. Un détail assez étrange pour lui faire soupçonner une autre intention sous le portrait. 3 choses vont nous occuper aujourd'hui. Pourquoi ce tracé, une fois esquissé, a-t-il été recouvert de ciel, couche après couche? Que raconte vraiment cette minuscule cicatrice sur le coude gauche de la figure? Et pourquoi cette peau sans un seul coup de pinceau visible prouve-t-elle que Léonard n'a jamais cessé de retoucher ce visage, année après année? Voici notre thèse, et tout ce qui suit va la démontrer. Léonard de Vinci n'a jamais livré la Joconde au Giocondo. Pas par sentiment, parce qu'il n'a jamais cessé de la transformer. Quelqu'un, un jour, a volé ce tableau et l'a caché pendant plus de 2 ans. Quelqu'un d'autre, des décennies plus tard, lui a jeté une pierre en pleine figure. 2 blessures, 2 histoires, un seul tableau. Nous sommes devant Mona Lisa, la Joconde, commencée vers 1503 par Léonard de Vinci. Huile sur bois de peuplier, 77 cm sur 53, un panneau de moins d'1 mètre de haut. Aujourd'hui, elle vit au Louvre, à Paris, le tableau le plus célèbre du monde, derrière une épaisse vitre blindée et un dispositif de sécurité exceptionnel, dans une salle où la température et l'humidité sont surveillées en permanence, comme dans une chambre forte. À l'automne 1503, Léonard revient à Florence. Il sort d'une mission éprouvante au service de César Borgia, un homme que toute l'Italie redoutait. Léonard a perdu son principal protecteur quelques années plus tôt, quand Milan est tombé, et il a besoin de commandes. La République lui confie alors un chantier prestigieux, une fresque immense pour la salle du Grand Conseil, la bataille d'Anghiari. Sur le mur opposé de cette même salle, un autre peintre reçoit une commande rivale. Il s'appelle Michel-Ange. La rivalité entre les 2 hommes devient publique, presque théâtrale, et toute la ville de Florence en parle. C'est dans cette tension que Francesco del Giocondo, riche marchand de soie, commande à Léonard le portrait de sa femme. 2 raisons possibles à cette commande. La famille vient d'acheter une nouvelle maison, et Lisa vient de donner naissance à un second fils, Andrea, en décembre de l'année précédente. Pour Léonard, c'est une commande privée, presque secondaire, coincée entre un chantier d'État et une rivalité avec le plus doué des jeunes artistes de la ville. La ville elle-même vit un moment particulier. Quelques années plus tôt, Florence a chassé le moine Savonarola et rétabli la République. C'est Pierre Soderini qui la dirige désormais, avec à ses côtés un jeune chancelier nommé Nicolas Machiavel, avec qui Léonard collabore alors sur des projets d'ingénierie militaire. Rien de tout cela n'apparaît directement sur le panneau, mais c'est dans cette ville en reconstruction, tendue, entre ambition politique et fragilité économique, que Léonard reçoit une commande qui semble, au départ, n'être qu'une affaire privée parmi tant d'autres. Léonard a alors dépassé la 50aine. Il a vu tomber son protecteur milanais, Ludovic Sforza. Il a vu son plus grand projet de sculpture, un cheval de bronze géant, transformé en cible d'entraînement par des archers français. Il a vu, au service de Borgia, des exécutions de masse. Le contrat avec Francesco del Giocondo aurait dû être une simple affaire de quelques mois. Mais quelque chose, dans cet atelier florentin, prend une toute autre direction. Léonard ne respecte aucun délai. Il garde le tableau. Et il ne le lâche plus jamais. Regardez d'abord ce qui manque. Dans de nombreux portraits de l'élite florentine, bijoux, étoffes et accessoires servent à afficher immédiatement le rang du modèle. Ici, Léonard choisit de ne montrer aucun bijou, pas une bague, pas un collier, alors que Lisa Gherardini, épouse d'un riche marchand de soie, aurait très bien pu en porter. Le vernis a jauni depuis, et une partie de cette simplicité apparente vient aussi du temps. Mais l'absence de bijoux, elle, reste un choix visible sur le panneau. Et je crois que ce dépouillement est volontaire. Léonard enlève précisément les signes qui auraient immédiatement fixé Lisa dans son rang social. Sur ses cheveux et son épaule, il y a un voile, une fine étoffe sombre et transparente, presque invisible aujourd'hui sous le vernis jauni. On a longtemps voulu lire ce voile comme un signe de deuil, en le reliant à la fille de Francesco del Giocondo, morte quelques années avant la commande du portrait. Le Louvre reste beaucoup plus prudent, son identification exacte est encore discutée aujourd'hui.
Ce qui m'intéresse davantage, c'est son effet visuel. Là où un bijou aurait fixé immédiatement le rang de Lisa, cette transparence l'atténue. Regardez aussi le siège sur lequel elle repose, tout en bas du panneau. Un accoudoir de bois arrondi, typique des sièges florentins de l'époque, appelé pozzetto. Ce détail, souvent ignoré parce que les mains attirent tout le regard, situe Lisa sur une loggia, un balcon précis, avec une balustrade devant elle. Le décor sauvage n'est donc pas l'endroit où elle est assise. Il s'ouvre derrière elle, au-delà de la balustrade, comme un monde qu'elle a laissé à distance. À l'origine, 2 colonnes encadraient probablement cette loggia. On les devine à peine aujourd'hui, sur les bords du panneau actuel. Mais un dessin à la plume de Raphaël, conservé au Louvre et réalisé après sa visite à l'atelier de Léonard, les montre encore nettement entières. Aujourd'hui, les sourcils et les cils de Mona Lisa sont presque absents. Pourtant, Vasari, dès le XVIe siècle, les décrit avec précision, jusqu'au moindre détail. Et en 2007, Pascal Cotte a apporté un indice supplémentaire. Il affirme que ces images en 240 mégapixels conservent, dans les micro-fissures du vernis, la trace du sourcil gauche. Selon lui, ce sont les nettoyages successifs des restaurateurs au fil des siècles qui ont fait disparaître ce pigment fragile. Le visage inoubliable, presque extraterrestre, que des millions de visiteurs regardent chaque année, ne serait donc pas une intention d'origine de l'artiste, mais la trace d'une longue histoire de restauration. Maintenant la peau elle-même, approchez-vous, si vous le pouviez, à quelques centimètres du panneau. Vous ne verriez presque aucun coup de pinceau. Le passage de la lumière à l'ombre, sur la joue, autour des yeux, au coin des lèvres, ne ressemble à aucune touche de peinture courante à cette époque. Une étude menée au laboratoire du Louvre par fluorescence des rayons X a mesuré l'épaisseur de ces glacis, de l'ordre d'1 à 2 micromètres chacun, pour une épaisseur totale, sur certaines zones du visage, de moins de 40 micromètres, moins que celle d'un cheveu humain. L'étude révèle ainsi des glacis d'une finesse extrême, accumulés en une succession de couches presque impalpables. Léonard pousse ici cette technique à un degré exceptionnel. Le sourire, lui, cache peut-être un jeu de mots. Le Louvre relève un jeu possible sur le nom de la commanditaire. Giocondo, en italien, signifie « heureux », « enjoué ». Et il m'est difficile de croire que cette coïncidence n'ait jamais amusé Léonard, tant il aimait ce genre de clin d'œil privé, glissé à l'intérieur même de la peinture. Et puis, il y a l'horizon. J'ai longtemps cru, comme beaucoup de spectateurs, que les deux côtés du paysage ne se raccordaient pas, que la ligne d'eau à droite se trouvait plus haute qu'à gauche. Le Louvre affirme exactement l'inverse. Cette ligne d'eau, visible à droite, se poursuit à gauche, simplement cachée derrière les montagnes. Ce qui me fascine alors, c'est que Léonard produit une impression de rupture sans jamais casser réellement la ligne. Notre œil fabrique une anomalie que la géométrie du tableau ne contient pas. Un homme du même siècle a résolu un problème très proche de manière presque opposée. Vers 1506, Raphaël peint le portrait de Maddalena Doni, dans une pose presque identique. Buste tourné, mains croisées sur l'accoudoir. Mais Maddalena porte des bijoux et un pendentif bien visible, dans des tissus richement travaillés. Les contours de son visage restent nets, presque tranchants, sans aucune brume. Le rapport entre les deux tableaux est si étroit que les offices estiment que Raphaël a probablement pu étudier la Joconde à Florence dès la fin de 1504, avant même qu'elle ne soit terminée. Il reprend la posture. Le contraste montre une chose précise. Raphaël souligne les marqueurs sociaux que Léonard, lui, choisit d'atténuer. Cette obsession de la lumière qui sort de l'ombre, Léonard ne l'abandonne jamais. Dans les toutes dernières années de sa vie, à Rome puis en France, il peint un Saint Jean-Baptiste au sourire tout aussi ambigu, presque entièrement englouti dans un fond noir. Le secrétaire d'un cardinal, reçu au château du Clos-Lucé en 1517, voit les deux tableaux côte à côte dans l'atelier du vieux maître, la Joconde et ce Saint Jean-Baptiste, jamais livré, jamais cédé, retouché jusqu'au dernier moment. Ce n'est donc pas un accident isolé, c'est une idée fixe, poursuivie sur plusieurs tableaux à la fois, jusqu'au bout d'une vie. Mais il y a un détail dont je n'ai pas encore parlé, le plus étrange de tous. Juste au-dessus de la tête de Lisa Gherardini, dans le ciel du tableau, il ne se passe apparemment rien. De la brume, des montagnes lointaines, rien de plus. C'est ce que voient tous les visiteurs du Louvre depuis 500 ans. En 2020, l'ingénieur français Pascal Cotte a passé au crible 1650 clichés multispectraux du panneau,
avec une méthode qu'il a lui-même mise au point pour séparer les couches de peinture les unes des autres, comme on éplucherait un oignon. Et sous ce ciel apparemment vide, il a trouvé un dessin au fusain. Cotte distingue ce qu'il interprète comme un ornement de cheveux. Selon lui, ce détail correspond mal à la mode florentine d'un portrait féminin ordinaire. Il y voit donc la possibilité qu'à un stade du travail, Léonard ait envisagé une image plus allégorique, plus proche d'une figure idéalisée que d'une bourgeoise de Florence. Dans l'état final du tableau, cet ornement disparaît sous le ciel peint. Je ne peux pas m'empêcher de voir, dans cet effacement précis, le geste d'un homme pris entre deux ambitions contradictoires. Produire un portrait que son client reconnaîtrait et laisser courir, en secret, une idée plus grande que sa commanditaire. Il n'a renoncé ni à l'une ni à l'autre. Il a simplement recouvert la seconde par la première, couche après couche, pendant plus de 10 ans. Ce n'est donc pas seulement la biographie du peintre qui explique pourquoi la Joconde n'a jamais rejoint la maison des Giocondo. C'est ce ciel repeint, ce trait effacé sous des couches de bleu et de gris, qui, à mes yeux, marque le moment où ce tableau commence à dépasser le simple contrat entre un marchand et un artiste. Cette cicatrice sur le coude gauche que vous avez vue au tout début date de 1956. Un homme originaire de Bolivie a jeté une pierre sur le tableau, exposé ce jour-là au musée Ingres de Montauban en France. Le choc a brisé une partie du vernis et du pigment, juste au-dessus du poignet de la figure. C'est après cet épisode que le tableau a été placé, pour la première fois de son histoire, derrière une vitre. 45 ans plus tôt, en 1911, un vitrier italien employé au Louvre, Vincenzo Perugia, avait déjà fait disparaître le tableau sous son tablier de travail un matin d'août. Il l'a caché dans sa chambre, au fond d'un coffre à double fond, pendant plus de 2 ans, avant de tenter de le revendre à Florence, persuadé, à tort, de simplement rendre à l'Italie un trésor volé par Napoléon. Le monde ne parlait plus que d'un mur vide au Louvre. Quand le tableau est revenu, en 1913, il n'était plus un simple portrait bien exécuté. Il était devenu une célébrité mondiale, célèbre d'être célèbre. Cette célébrité a ensuite traversé les frontières et les idéologies les plus opposées. En 1974, le tableau voyage jusqu'à Moscou, exposé quelques semaines au musée Pouchkine. Des foules entières patientent des heures dans le froid pour croiser son regard pendant 10 ou 15 secondes à peine, sans jamais avoir le droit de s'arrêter, poussé par la police, le long d'un flux ininterrompu de visiteurs. Un simple panneau de bois, peint pour décorer une chambre à Florence, devient un objet de pèlerinage de masse jusque de l'autre côté du rideau de fer. Après la guerre, un rapport allié avait déjà semé une confusion durable. Il mentionnait, parmi les œuvres retrouvées dans la mine de sel d'Altosé, en Autriche, une Mona Lisa du Louvre. Aucun document de l'époque ne permet pourtant d'identifier cette peinture comme l'original. Le Louvre a depuis rattaché cet épisode à une copie ancienne, récupérée après la guerre. Vrai ou pas, cette confusion elle-même montre à quel point ce panneau, à peine plus grand qu'un plateau, a fini par valoir, pour ceux qui n'ont pourchassé, bien plus qu'un simple tableau des collections du Louvre. Les historiens continuent aujourd'hui de se disputer sur des points que même les scanners les plus puissants ne peuvent trancher. Carlo Vecchi, Frank Zöllner et Martin Kemp débattent depuis des décennies pour savoir s'il n'existe qu'une seule Joconde, commencée en 1503, ou si Léonard en a peint une seconde, plus tardive, pour un tout autre commanditaire, peut-être Julien de Médicis lui-même. Une chose en tout cas ne pourra sans doute jamais être établie avec une totale certitude. En 1517, le secrétaire d'un cardinal note dans son journal que Léonard, déjà paralysé de la main droite, ne peut plus peindre avec l'aisance d'autrefois. Les toutes dernières micro-couches de glacis, celles qui achèvent la peau presque translucide que nous admirons aujourd'hui, ont peut-être été posées par un autre que lui, un élève, Francesco Melzi ou Salai, terminant en silence le geste que la main du maître ne pouvait plus accomplir. Aucune analyse chimique, aussi précise soit-elle, ne porte de signature. Nous ne saurons jamais, avec certitude, où s'arrête exactement la main de Léonard et où commence celle de quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce là, au fond, la vraie raison pour laquelle ce tableau ne s'est jamais laissé finir, ni livré, ni même vraiment terminé. Un homme passe 14 ans à polir un visage
contre le temps qui coule, sait qu'il ne gagnera pas cette course et continue quand même. Le panneau a survécu au marchand qui l'a commandé, à l'atelier qu'il a vu naître, au royaume qu'il a acquis, à l'homme qui l'a peint. Il continue, longtemps après nous, à sourire à des foules dont il ignore absolument tout. Regardez maintenant l'ornement que Pascal Cotte croit distinguer sous ce ciel repeint. Puis comparez-le, si vous le pouvez, au portrait féminin florentin peint à la même génération. Dans combien d'entre eux retrouve-t-on réellement une coiffure de ce genre ? 0, 1 ou davantage ?